Bonjour! Cette semaine, j'ai reçu François Couture, qui est consultant chez Cassiope pour les centres de la petite enfance et qui est aussi papa de 2 enfants. François est venu nous parler cette semaine du deuil de l'enfant parfait et du deuil du parent parfait. Ça a été une superbe discussion où, encore une fois, comme dans plusieurs enregistrements jusqu'à présent, on tendait vers la bienveillance envers soi-même comme parent. Donc, j'espère que ça va vous donner le goût d'être un peu plus bienveillant envers vous et envers vos enfants. Bonne écoute! Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble! Par Placote. Bonjour François. Bonjour Alexandra. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui, l'invitation de Grandir ensemble. Je vais te laisser te présenter un petit peu, puis après, on va se lancer dans notre sujet, le deuil de l'enfant parfait, du parent parfait. C'est un beau titre qu'on va apprivoiser pendant les prochaines minutes. Alors, je te laisse te présenter. Parfait, bien, merci Alexandra. Donc, François Couture, donc je suis consultant, mon chapeau principal, je suis consultant pour Cassiope, dans le fond, qui est le centre d'aide et de soutien aux intervenants en petite enfance. Donc, j'accompagne des équipes de gestion, je touche aussi à tout ce qui touche la qualité dans les milieux de la petite enfance. Collaborateur pour le magazine Naître et Grandir, entre autres, et papa de 2 petites filles, donc une petite fille de 7 ans et une petite fille de bientôt 4 ans dans quelques semaines. Donc, voilà un peu là, pour ce qui est de ma présentation. Génial. Puis quand je t'ai approchée, c'est toi qui as tout de suite dit ça serait vraiment intéressant de parler de ça, de ce sujet-là, parce que ça touche tout le monde. Effectivement, hein, dans le fond, quand la prémisse de base, comme on se l'est dit là, précédemment, c'est que quand on veut des enfants, quand on a le désir de fonder une famille, c'est qu'on veut un enfant qui va bien évoluer dans la vie, qui va bien grandir. Par contre, malheureusement, c'est pas toujours le cas, puis on n'a pas de boule de cristal, on peut pas décider ou voir ce qui va s'en venir. Puis peu importe le type de problématique que nos enfants peuvent vivre, on peut pas en déterminer finalement les issues là, par la suite. C'est ça, ce qu'on veut quand on attend un enfant, c'est que notre enfant soit heureux, en premier lieu, puis qu'il soit bien, qu'il soit accepté, qu'il évolue bien, qu'il devienne autonome, mais on frappe certains obstacles parfois. Puis là, c'est pour ça, tu as spécifié tantôt, juste avant qu'on commence, au sens large. Hein? C'est pas juste que notre enfant a un diagnostic très grave. Des fois, c'est plus large que ça, puis ça touche tout le monde. Effectivement, hein, dans le fond, que ce soit une problématique, entre autres, je pensais là, récemment, un diagnostic soit de dyslexie ou autre, ben c'est des petits problèmes, des petits nœuds, des petites montagnes que l'enfant aura à traverser, puis par laquelle aussi le parent aura à s'outiller pour pouvoir y faire face. Puis c'est ça que je trouvais intéressant. Je discutais avec une amie récemment qui me parlait des enfants de son conjoint, une famille recomposée, où là, on se rend compte que finalement, on a une étiquette, on a un diagnostic de, par exemple, TDAH, par exemple, mais il y a peut-être d'autres petits éléments sous-jacents qu'on ne veut pas voir nécessairement comme parents. Puis c'est tout à fait normal comme réaction. Hein. Tu sais, on parle du deuil de l'enfant parfait. Bien, dans le mot deuil, il y a un processus qui doit s'enclencher. Donc, effectivement, il faut tout d'abord accepter, reconnaître, puis ça va amener un lot d'étapes par la suite. Fait que c'est important de justement laisser le temps faire son œuvre. Puis, comme j'accompagne dans mon rôle de consultant des gestionnaires, des équipes éducatives à justement soutenir les familles, bien, à l'occasion, ça arrive qu'on va voir des éducatrices qui vont se fâcher, qui vont dire, mais pourquoi nous, on lève le flag, on a levé le drapeau rouge à plusieurs reprises, puis malgré ça, le parent nie la situation. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on entend fréquemment dans le réseau. Puis comme parent, ben c'est normal de pouvoir de se donner ce droit-là, de peut-être pas accepter d'emblée ce premier regard-là. On va dire, bon, ça va passer, on va se donner un enfant. C'est ça, puis tu sais, bon, on va... Tout dépendant aussi s'il y a une fratrie ou pas. Bien, quand c'est un enfant unique, on n'a pas de comparaison comme parent à dire au niveau développemental où se situe l'enfant. Fait que c'est important de se laisser cet espace-là puis que les intervenants à proximité, fassent leur rôle de prévention, mais par la suite, le parent a le droit aussi de prendre son temps. Oui. Puis le message peut être entendu 1 fois, 2 fois, 25 fois. Puis ce que je dis souvent, ben, c'est plate. Des fois, ça va arriver juste à l'école. C'est pas vous qui allez récupérer comme intervenant nécessairement le fruit de ce que vous avez semé, mais vous allez possiblement par la suite là,
voir que le parent aura cheminé malgré tout à travers ce temps-là. Fait que le temps est un ingrédient clé là, dans ce processus de deuil-là. Oui, le processus. Puis moi, j'ai toujours en tête à chaque fois que je parle d'un diagnostic, puis tu sais, moi, personnellement, comme maman de 4 enfants, j'ai vécu beaucoup d'annonces diagnostiques. TSA, Tourette, trouble de langage, épilepsie. Puis à chaque fois, peu importe le diagnostic, puis on s'entend que trouble de langage, c'est très léger chez mon enfant. C'est pas un diagnostic qui va lui nuire à long terme. C'est à chaque fois, je me revois comme dans l'annonce où on annonce à la personne qu'elle a le cancer. Elle revole en arrière. Mm-hmm. Puis c'est comme un coup de poing à chaque fois. Puis à chaque fois, même si on s'y attend. Donc, tu sais, ce processus de deuil-là que tu nommes, là, je pense que c'est la clé pour comprendre ça. Parce qu'effectivement, même quand on s'y attend, donc là, j'imagine encore moins quand le parent dit « Ah non, non, c'est correct », puis il ne le voit pas nécessairement parce que dans son cœur de parent, c'est impossible, on va dire. On peut dire que c'est très difficile à accepter. C'est un long processus, là. Effectivement, hein, tu l'as nommé, hein, c'est l'onde de choc qu'on reçoit quand on a un diagnostic pour un enfant. Peu importe, hein, puis peu importe c'est quoi l'étiquette. On parle, par exemple, d'un enfant qui a une trisomie, par exemple, on sait que là, l'espérance de vie va être en jeu également, que l'autonomie et tout ça va faire partie finalement du lot de cette étiquette-là. Fait qu'effectivement, c'est la première étape. Mais j'ai aimé que tu nommes quand on reçoit le diagnostic, on s'y attend, on a des indices. Puis justement, c'est que le chemin, il y a une partie du chemin qui est déjà entamée dans le sens où on décide de consulter, on décide d'aller voir un spécialiste parce que justement, on a à cœur finalement le bien-être de l'enfant. Donc oui, il y a ce bout-là. Puis justement, le moment de l'annonce, hein, première évaluation, peut-être une deuxième, et ainsi de suite, pour arriver à un diagnostic final. Cette annonce-là, ça va généralement, c'est ça, susciter une première étape, finalement, dans ce processus-là, qui est le choc. Fait que oui, on l'encaisse, puis c'est pas tous les êtres humains qui ont les mêmes mécanismes pour pouvoir l'encaisser. Fait qu'il y a toute la notion, puis là, on pourra faire l'analogie aussi avec le deuil du parent parfait, de se dire, ici, est-ce que j'ai un réseau autour de moi? Est-ce que, je suis monoparental? Est-ce que j'ai un conjoint, une conjointe? Est-ce que j'ai quelqu'un, un filet finalement, un réseau social qui fait en sorte que je peux en discuter, en parler, échanger, peut-être aussi nommer les enjeux en termes de deuil, tu sais, qu'est-ce que ça me fait vivre moi comme parent? Oui. Puis tous ces éléments-là, tous ces ingrédients-là regroupés vont faire en sorte que certains parents vont peut-être pouvoir passer à travers les différentes étapes subséquentes plus ou moins rapidement. Puis encore une fois, c'est pas une recette. Hein? C'est selon aussi tout ce qu'il y a autour. Tu sais, là, on est dans un contexte particulier de pandémie. Peut-être qu'il y a des enjeux aussi autres liés au stress que le parent vit. Moins de soutien aussi ces temps-ci. Là, Fait que les listes d'attente qui sont plus longues pour avoir accès à des services, etc. Donc, il y a toutes sortes d'enjeux. Les enjeux financiers aussi, quand on a les moyens d'aller au privé chercher de l'aide versus quand on est sur des listes d'attente pour un CLSC ou peu importe la ressource vers laquelle on se tourne, ça va amener des enjeux qui vont être différents pour le parent. Fait qu'effectivement, c'est pas un seul facteur, c'est vraiment un ensemble de facteurs d'environnement qui vont faire en sorte que justement la situation va évoluer plus ou moins rapidement. Tu sais, quand tu dis chaque être humain le vit et a des mécanismes différents, un des défis aussi à ce moment-là, c'est que souvent quand il y a un enfant, il y a 2 parents. Ou s'il n'y a pas 2 parents, il y a un parent, mais il y a du soutien, il y a quelqu'un d'autre dans la vie de l'enfant. On ne vit pas ces mécanismes-là, on ne réagit pas de la même façon, on n'est pas aux mêmes étapes à chaque fois. Et ça, c'est un défi quotidien, du moins par expérience personnelle. On vit des moments de découragement, pas en même temps, de la peine, de la colère, puis... ça, c'est un gros défi pour les parents, les couples, les familles. Oui, ça devient un enjeu central, surtout tout dépendant du type de famille dans lequel on est. Oui. J'entends aussi souvent des fois des messages, on a des origines familiales propres à nous comme parents. Donc, de se dire, OK, moi, de mon côté, j'ai du support, par exemple, de mon père, de ma mère, pour m'accompagner dans ce processus-là, versus un autre conjointe qui aurait un support différent. Non, là, c'est parce que c'est à la mode, c'est pas vrai, ça va passer. Fait que des fois, il y a aussi toutes ces idéologies-là qui se confrontent, qui font que justement, ça met un peu de l'huile sur le feu dans la relation
couple comme parent. Fait qu'il y a tout ça à considérer, effectivement. L'avantage, des fois, de ne pas être au même niveau, aux mêmes étapes, au même moment, bien, c'est que justement, quand un est découragé, l'autre est peut-être plus en mesure de supporter ou de dire « Ah, ben moi, je passais par là, puis voici ce qui m'a aidé. » Il n'y a pas de recette, encore une fois. Il n'y a rien, il n'y a pas un manuel, un abécédaire des étapes à travailler, à traverser plutôt dans cette situation-là. Fait que c'est de se dire comme parent, ben comment on va se doter de mécanismes, puis encore une fois, comme parent, ben de se dire qu'on n'est pas parfait, de se donner le droit d'avoir de la peine, de se donner le droit d'être fâché, de se dire, OK, ben tu sais, oui, malgré que je reconnais, que j'accepte que finalement, on ait été chercher un diagnostic, bien, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Comment je vis avec ça? Puis comment j'ai le droit, des fois, d'être fâché contre le système, d'être fâché contre, justement, pourquoi moi? Parce que juste la situation. Oui, c'est ça. Hein, comme on le dit, la prémisse de base, c'est pas d'avoir un enfant avec lequel on va avoir à vivre de l'accompagnement peut-être plus particulier tout au long des mois, des années qui vont suivre son évolution. Fait qu'il y a cette notion-là aussi qu'il faut garder en tête que on a le droit de vivre des émotions, puis on a le droit aussi comme couple de se doter de mécanismes pour se dire, ben là, OK, moi, là, ça, c'est ma limite. Oui. Toi, ta limite est où, puis comment on va gérer ça. Puis encore une fois, des fois, on est obligé de réagir a posteriori, dans le sens où là, il y a eu une grosse période de crise, puis là, maintenant, on va rétroagir. Comment on s'est senti, qu'est-ce que ça a permis, comment on veut que ça se passe dans le futur. Fait que ça aussi, c'est d'être sensible, d'être à l'écoute, mais encore une fois, on n'a pas toujours les mêmes degrés de disponibilité, puis c'est de reconnaître aussi des façons de réagir puis de se doter de limites, finalement. Oui. J'ai aimé ça tantôt quand tu as dit aussi, tu sais, les deux parents ont chacun leur bagage et leur soutien. Effectivement, quand un parent se sent plus soutenu peut-être par sa famille élargie que l'autre, ça peut jouer ça aussi sur le processus comme tel puis sur les étapes, dans le fond, là. Effectivement, notre propre histoire comme individu, comme humain, va faire en sorte qu'on va évoluer différemment, que ce soit le bagage familial, les valeurs, le soutien, puis même des fois, hein, on parle de famille au sens notre descendance, finalement. Exact, mais on peut aussi avoir un cercle d'amis, un réseau, donc qui fait en sorte que ça peut pallier ou amener d'autres formes de support ou de réseau autour de nous. Puis il y a ça qui va jouer beaucoup, mais il y a aussi l'expérience individuelle de chaque parent dans le sens où je fais un parallèle. Tu sais, des fois, dans la vie, on vit des changements majeurs, puis on s'adapte bien, puis au final, on vit finalement un avancement, une réussite. Ce défi-là nous a amenés plus loin, peu importe que ce soit sur le plan professionnel, personnel. On va avoir envie, on va avoir tendance à vouloir se lancer dans ce genre de situation-là, peut-être moins confortable, versus où à chaque fois que je me suis mis dans une situation où j'étais un peu en danger, bien, je me suis fait blesser émotionnellement ou peu importe. Fait que ça aussi, ça va entrer en ligne de compte sur justement cette capacité-là à traverser ce processus-là. Oui, puis j'imagine aussi sur le sentiment de compétence, hein, parce que comme parents, on a beaucoup de pression sur nos épaules. On s'en met beaucoup personnellement. Puis si on revient aux parents parfaits, on veut tous être un parent parfait, mais il n'y a pas un parent qui est parfait. Mais on a quand même cette pression-là sur nos épaules. Puis ce que tu dis là, on a chacun notre bagage personnel. C'est sûr qu'il y a quelqu'un pour qui c'est coup par-dessus coup, par-dessus coup, par-dessus coup. Peut-être que la pression est très, 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 très forte versus quelqu'un d'autre que ça, ben là, tu sais, c'est des réussites. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, un coup dur est peut-être moins dur parce qu'il y en a moins eu, peut-être, tu sais. Mais j'aime bien l'idée coup par-dessus coup. Tu sais, on essaye de se relever, on reçoit une tape en arrière de la tête, on retombe. Tu sais, on n'a pas le temps de se refaire, de se doter d'énergie, de voir qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois, d'anticiper ces prochains coups-là. Parce que, bon, on peut avoir vécu beaucoup d'éléments positifs, mais bon, la vie est... La vie est ce qu'elle est. Oui, exactement, est ainsi faite. Fait qu'on n'a pas le choix de traverser des moments peut-être plus difficiles ou moins agréables. C'est justement de voir comment on est capable de se former une espèce de système pour pouvoir justement arriver à passer outre ces échecs-là ou ces moments difficiles-là. Fait qu'effectivement. Oui, parce que là, tu dis le terme échec. Dans le cas d'un enfant, tu sais, quand on est parent, on peut le voir comme un échec.
on peut le voir comme un échec. Puis, tu sais, le diagnostic, peu importe c'est lequel, on se remet tellement en question. Est-ce que c'est parce que quand j'étais enceinte, j'ai fait telle affaire? Est-ce que c'est parce que quand il était petit, on a fait telle affaire? Est-ce que c'est parce que... Mais ça vient, là, c'est des pensées qui affluent, puis on se remet constamment en question par rapport à ça. Puis on essaie de trouver une explication, puis de mettre un peu la faute sur nous, finalement. Là, on s'auto-mutile. Tu sais? Ouais, tu sais, on est toujours, comme être humain, on est toujours plus critique face à nous-mêmes, c'est normal. Puis cette culpabilité-là qu'on va se donner comme parents, bien, elle va souvent être issue de, justement, tu l'as nommé, là, qu'est-ce que j'ai pas fait de correct? Puis c'est là aussi, des fois, il faut apprendre à se déculpabiliser, se dire, ben j'ai tout fait ce que je pouvais faire dans le meilleur des mondes à ce moment-là. Puis même si c'est une erreur, même si c'est un manque à un moment donné ou X, Y, Z, c'est le contexte qui était là à ce moment-là. On peut pas reculer la cassette, on peut pas repasser puis revivre ce moment-là différemment. Tu sais, la même chose, je pense à... Tu sais, des incidents bêtes, là, un enfant qui se blesse au parc ou peu importe, qui se casse un bras, ben on peut pas, on veut pas que nos enfants aient mal, mais on peut pas reculer la cassette puis éviter ou revisiter cette scène-là. Fait que ça, des fois, il faut aussi c'est une certaine forme de violence qu'on va s'imposer pour justement dédramatiser ces moments-là. Fait que c'est important, tu sais. Puis plus on va se culpabiliser, plus l'enfant aussi va ressentir toute cette espèce de boule d'émotions-là que le parent vit, tu sais, puis autant que ce soit quand on est en colère parce qu'on a un diagnostic, que ce soit parce qu'on est triste, parce qu'on voit plus la fin de tous ces suivis-là, par exemple, bien, il faut se parler, il faut se raisonner, puis se dire, ben, OK, on y va au jour le jour, puis là, ici, maintenant, je peux pas rien de plus que ce que je peux faire en ce moment. Fait que de ramener ça justement dans l'instant présent. Puis je fais une analogie aussi avec tout le rôle du parent parfait. J'ai vu passer là, sur les réseaux sociaux récemment une image d'un drap contour. OK. Puis ce que ça disait dans la publication, c'est on a tous des draps contours, on les plie tous à notre façon. C'est un peu comme ça quand on élève des enfants. Il y a puis un drap contour parfaitement plié, comme quand on l'achète dans l'emballage. Ça n'existe pas beaucoup, effectivement. Fait que c'est la même chose dans notre vie familiale avec les enfants. Bien, comment on se donne droit à ce qu'il y ait un petit coin qui retrousse, que ce soit peut-être des fois plus une boule que pliée. Boule tirée dans la penderie. Fait que c'est ça. Fait que c'est de se donner le droit. Puis une expression que j'emploie souvent également, tu sais, est-ce qu'il y a mort d'homme si on ne fait pas ça ici, maintenant? Est-ce que si je ne fais pas la vaisselle ce soir... Est-ce que c'est grave? Puis qu'on passe du temps à regarder des livres collés dans le sofa, c'est grave. Est-ce que si, justement, je suis fatigué mort puis que je demande aux enfants, plutôt que de leur faire la lecture, de regarder un livre chacun de leur côté, est-ce que c'est grave? Fait que des fois, c'est justement de relativiser aussi, tu sais, plus on se connaît comme humain, plus on est capable de s'écouter, plus on est capable de mettre ces balises-là. Changer la perspective. Oui. Puis des fois aussi de le nommer en autant de mots à l'enfant ou aux enfants, de se dire, ben là, ce soir... Papa, maman est fatigué, ça va être comme ça. Puis, à moins que ce soit constant. Oui, c'est ça. Si c'est à chaque jour, tout le temps, c'est l'enfant va, selon son âge, son développement, va comprendre à son niveau, mais c'est de se laisser cet espace-là. Parce que justement, des fois, on s'impose de dire, hey, je me souviens plus qui parlait du brossage de dents à un moment donné. Ben là, la soie dentaire, c'est plate, là, le dentiste, il le dit à chaque fois, mais on n'a pas le temps tous les jours, là. Tu dis, tu as 4 enfants, là, gérer 4 jeunes avec la brosse à dents. La soie dentaire, là, c'est comme le meilleur exemple parce qu'à chaque fois qu'on allait chez le dentiste, je me faisais chicaner, mais tu sais, ils me chicanaient moi, mais j'étais comme, dites-leur à eux, là, tu sais, moi, oui, je peux gérer, mais c'est ça, oui, c'est le meilleur exemple, je pense. Fait que c'est ça, tu sais, des fois, il faut relativiser aussi, tu sais, on choisit nos batailles, là, fait que c'est de se dire... Puis être bienveillant aussi comme parent envers soi-même, se donner le droit à l'erreur. Des fois, il y a des pensées qui nous traversent la tête dans ces cas-là puis qui sont pas agréables à avoir, tu sais. Puis des pensées de, tu sais, j'ai-tu vraiment bien fait d'avoir des enfants? J'ai-tu, tu sais, je vais-tu vraiment être capable? Tu sais, c'est toutes des pensées qui peuvent nous traverser l'esprit. Puis ça, je pense que ça, diagnostic, pas de diagnostic, ça doit arriver à tous les parents, là.
Mais ça, c'est pas facile non plus de vivre avec ces pensées-là, puis de culpabiliser sur ces pensées-là aussi. Tu sais, souvent, on n'ose pas les exprimer à voix haute, ces pensées-là, parce que c'est gênant. C'est ça, la perception des autres. Hein? Puis, tu sais, bon, j'ai nommé une publication sur les réseaux sociaux. Bien, justement, les réseaux sociaux peuvent, par cette publication-là, nous déculpabiliser un peu, mais par d'autres types de publications, nous mettre énormément de pression. Tu sais, les petites photos de famille parfaites ou le Instagram aux pommes. Les pommes me sont venues en tête automatiquement, la fameuse photo de rentrée. Oui, là, tout le monde devant la maison avec le petit sac d'école. Fait que, tu sais, il y a ces enjeux-là aussi. Puis, tu as parlé de bienveillance, puis il y a une citation, malheureusement, j'ai pas la source, mais c'est l'exigence n'empêche pas la bienveillance. On peut vouloir le mieux sans nécessairement s'imposer une rigueur ou un régime digne de l'armée. Là, on peut être bienveillant envers nous-mêmes puis se dire, OK, je l'ai échappé celle-là. Ou OK, là, à ce moment-ci, ben je suis pas... je suis pas aussi disponible. Ou, oups, matin, l'autobus passe dans 5 minutes. C'est plate, là, mais ça va être ta couette d'hier que tu vas avoir pour aller à l'école. Là. Fait que, tu sais, des fois, de se dire, regarde, est-ce qu'il y a mort d'homme? Moi, c'est souvent ce que je me rappelle. Est-ce qu'il y a mort d'homme? Non. C'est beau. Fait que, comme pour la soie dentaire, comme pour plein d'autres choses. Mais, tu sais, ça aussi, le regard des autres, tu l'as comme juste abordé vite. Quand on a des enfants qui vivent certaines difficultés, qui vivent certains défis supplémentaires, le regard des autres ajoute à cette culpabilité-là parentale et à, tu sais, j'ai juste en tête un enfant, par exemple, qui va faire une crise dans le milieu d'un magasin. Probablement que beaucoup de parents peuvent se référer à cette situation. Notre premier réflexe, on regarde autour. On regarde, y a-t-il quelqu'un qui regarde? Puis là, on ramasse notre enfant. Mais là, arrête de faire ça. Là, on est dans le milieu du centre d'achat. Tout le monde te regarde. Mais ça, c'est un facteur aussi qui joue énormément sur notre sentiment de compétence parentale. Oui, parce qu'on veut, un peu comme la fameuse photo de la rentrée ou des pommes, on veut bien paraître. Puis quand nos enfants se comportent adéquatement, ça nous valorise. On a l'air des bons parents aux yeux de l'extérieur. Par contre, c'est quand on a toute l'explication, nous, comme parents, peut-être soit d'un enfant tout à fait normal dans le sens où à 2 ans, l'autorégulation, c'est pas encore acquis. Fait que oui, ça se peut qu'il y ait une crise parce qu'on est arrivé à la caisse puis il y a telle chose. Je pense entre autres aux bonbons ou peu importe, le chocolat. Ça se peut très bien qu'on ait à gérer ça. Puis comme parents, on connaît notre enfant, on connaît son bagage si jamais, justement, il y a des particularités. Puis chaque enfant aussi a son unicité, puis ses propres particularités, peu importe qu'il y ait un diagnostic ou non. Fait que comme parents, c'est toute cette force-là de se dire, OK, je vais intervenir de la même manière que j'aurais fait si ça s'était passé chez nous en 4 murs. Tu sais, de se donner cette liberté-là, puis de faire fi, puis là, encore une fois, c'est pas évident de faire fi du regard des autres, parce que, encore une fois, tu sais, je disais, les enfants nous sentent, nous saisent, en bon français. Fait qu'à ce moment-là, l'enfant qui va voir que, oups, là, on est désemparé, déstabilisé par la situation, il y a le gros bout du bâton, parce que là, il sait qu'il peut aller nous chercher. Ou la même chose, si on se sent super coupable ou super mal, l'enfant va se mettre à dire, là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai cette énergie-là qui me vient? Fait que ça va pas faire en sorte que ça va simplifier ou aider à résoudre la situation. Ça va des fois mettre un peu d'huile sur le feu plus que d'autres choses. Là. Fait qu'essayer de s'imaginer qu'on est tout seul chez nous avec notre enfant, ce qui n'est pas évident. Mais ce regard des autres-là, vraiment, là, c'est un facteur. Puis, comme parents, des fois, quand on a un enfant qui vit des défis, des fois, on regarde à côté puis on se dit... Mais j'aimerais tellement ça, moi, que ma vie soit comme ça. Tu sais, un enfant qui n'a pas de difficultés scolaires, un enfant qui n'a pas de diagnostic médical, tu sais, qu'on n'a pas besoin d'avoir des suivis à l'hôpital, un enfant qui n'a pas d'allergie alimentaire. Des fois, tu sais, une allergie alimentaire, c'est handicapant souvent, là, surtout jeune, là, tu sais. Puis, on regarde chez notre voisin puis on dit, mon Dieu, que j'aimerais ça, que mon enfant soit parfait. Puis sûrement qu'on demandera au voisin, puis lui, il a déjà un autre idéal ailleurs. Il y aura toujours quelque chose qui pourra nous faire rêver. Puis
je t'entends parler de ça, puis ça me fait penser, quand on est petit, tu sais, on veut devenir pompier, acrobate, Oui. on veut devenir quelque chose de bien... Astronaute. On veut devenir célèbre, on veut devenir une vedette, tu sais, on a des ambitions très larges, puis je pense que c'est les mêmes principes qu'on a par rapport à nos propres enfants. Puis, mais la question qu'il faudrait se poser à la place, c'est de se dire, hey, qu'est-ce que j'ai que les autres n'ont pas? Tu sais, de se ramener à de dire, virer de bord hey, la question. Oui. moi, le fait que, bon, je vais faire, te parler de certains diagnostics que tu as pu recevoir. Moi, ma plus vieille, très jeune, elle avait un enjeu au niveau de son système immunitaire. Puis on a été très longtemps dans le doute à savoir si c'était une leucémie ou un autre type plus bénin de globules blancs, tout ça. Oui. Fait que... Mais tu sais, toutes ces rencontres-là, tous ces suivis-là, on allait 2 fois par semaine faire le petit test sur le bout du doigt, puis pour voir le taux de globules blancs et rouges et tout. Puis, mais tu sais, avec le recul, je me dis, ben ces moments-là, les congés que j'ai dû prendre, ben qu'est-ce que ça m'a apporté, moi, comme lien d'attachement avec mon enfant, qu'un autre parent qui fait du 9 à 5 ou même qui fait 60 heures semaine, qui amène ses enfants à la garderie dès qu'ils ont 6 mois, puis ils font des semaines énormes. Puis, fait que, tu sais, des fois, c'est juste de renverser puis de se dire qu'est-ce que ça m'a permis. Puis, tu sais, ça peut être aussi, là, je le vois encore plus large en termes d'apprentissage. S'ouvrir à la différence. Oui. Moi, je pense que s'il y a une chose que cette aventure-là de parents m'a permis, c'est de m'ouvrir à l'autre, à la différence, de moins juger aussi. Tu sais, puis je trouve ça bien, je trouve ça beau quand tu dis, tu sais, ça m'a permis de passer du temps avec mon enfant. Oui, c'est du temps à l'hôpital, tu sais. Oui, c'est du temps avec un médecin. Oui, c'est du temps, mais tu as fait le chemin pour te rendre à l'hôpital. Tu as eu des moments où tu as peut-être écouté de la musique dans le temps des fêtes, tu mettais de la musique de Noël. Tu sais, il y a eu des beaux moments quand même au travers de cette tempête-là. Tu sais, j'aime ça que tu apportes le fait que de focusser sur ce que ça nous apporte de positif. Puis tu l'as nommé, ça ouvre aussi à toutes sortes de réalités parce que on a côtoyé des familles aussi qui vivaient des réalités peut-être justement pire que la nôtre. Fait qu'aussi, ça nous aide à relativiser. Puis, il y a tout l'élément aussi de se dire, bien, ça remet en perspective aussi nos décisions, que ce soit sur le plan du travail, sur le plan de qui, tu sais, comment on va impliquer. Tu sais, bon, ma mère est venue beaucoup passer du temps à la maison. Fait que, ça amène, ça force peut-être des fois des choses qui n'auraient pas eu lieu, mais qui permettent encore là de percevoir plus de gains que l'épreuve en tant que telle, seule. Fait que, tu sais, des fois, c'est ça, c'est de faire l'exercice de remettre les choses dans la balance puis de se dire, ben, au final, ben oui, mon voisin, il y a des beaux enfants bien habillés puis qui vont bien, mais est-ce qu'il a la même qualité de relation? Est-ce qu'il a appris autant sur le plan de, tu sais, comme ce soit le plan de la santé, sur le plan humain, tu sais, la même chose, un enfant qui a des problèmes d'ordre scolaire, ben tout le suivi en orthopédagogie, par exemple, ben ça amène des stratégies qui peuvent être bonnes, par exemple, avec un plus vieux qui aurait eu des difficultés, mais qu'on pourra réinvestir avec le plus jeune quand il sera à l'apprentissage de la lecture, peu importe. Fait que, tu sais, des fois, c'est justement, on ramasse des petits outils qu'on met dans notre sac à dos, puis petit à petit, ben, on en profite tous au final. Oui. Puis, tu sais, tout ce que tu dis là, de voir le côté positif, tout ça, je pense que quand on le vit personnellement, ben, dans le fond, tous les parents qui vivent des défis avec leurs enfants font ce constat-là à un moment donné dans leur cheminement que finalement, il y a beaucoup de positifs. Tu sais, finalement, j'ai reçu Louis T, qui est humoriste puis qui est autiste, hier. Puis, tu sais, c'était beau de voir sa façon de penser, sa façon de l'exprimer, puis de voir comment il avait l'air bien. Puis, tu sais, moi, comme maman d'un enfant autiste, je le vois, lui. Puis là, je vois le cheminement qu'on a fait. Puis là, je me dis, ben mon Dieu, finalement, tu sais, ça va bien. Mais je t'aurais pas dit ça il y a 4 ou 5 ans, par exemple. Mais mon cheminement a fait que là, hey, sais-tu quoi? Je suis vraiment heureuse. Puis cet enfant-là, c'est la plus belle chose qui pouvait m'arriver. C'est ce positif-là. Mais quand on est en plein dedans, là, je pense qu'on devrait avoir un voyant rouge qui allume en nous faisant penser, tu sais, comme les applications bois de l'eau, là, pense positif. Regarde aujourd'hui, tu sais, tu as eu 5 minutes avec ton enfant, que tu as pu chanter une chanson,
pense positif. T'sais, on devrait avoir quelqu'un qui nous tape sur l'épaule à ce moment-là en disant « Regarde tout ce qui vient de se passer, comme c'est beau. OK, là, tu es en train de gérer de la crise puis du caca, là, mais regarde comment c'était beau il y a 5 minutes. Oui. Puis il va en avoir d'autres, hein? C'est ça aussi qu'il faut se ramener. Puis moi, je le vois comme... J'utilise aussi beaucoup l'analogie. On met des sous dans une tirelire. OK, je mets des sous dans ma tirelire est pleine, je m'en vais la déposer à la banque. Puis là, à un moment donné, je vais récupérer finalement ces investissements-là plus tard. Fait que c'est aussi de le dire. Bon, tu l'as nommé, là, je suis dans le caca puis dans une crise. Ben, c'est une forme d'épargne que je suis en train de faire parce que là, toutes les actions, les gestes, puis encore une fois, on ne doit pas s'imposer de faire une intervention parfaite par rapport à la situation qu'on gère, mais de se dire qu'éventuellement, ben, je vais récolter le fruit de ces actions-là. Puis ça me fait penser beaucoup, à un moment donné, il y a 3 ans, justement, ma plus jeune avait 5-6 mois à ce moment-là. Je venais de faire une formation à l'UQAM, puis bon, c'était sur le poupon, donc le bébé, puis là, je finis de donner le bain, puis là, bon, je la mets sur la table à langer, puis là, je la lève pour essuyer son dos, puis je dis « Oh non, j'y ai pas dit que je la levais, je l'ai pas respecté. » Fait que, tu sais, des fois, il faut relativiser. Je suis un parent, là, je suis pas un intervenant. Fait que des fois, de s'enlever un chapeau pour en mettre un autre, un peu comme tu le disais un peu plus tôt, se donner le droit de lever le ton. Une fois de temps en temps, là, ça la limite est atteinte. Il est rendu l'heure de se coucher, puis ça roule pas rond, puis les enfants s'excitent, puis sautent dans le lit. OK, c'est peut-être pas l'intervention idéale, mais il faut se donner aussi ces espaces-là. Puis l'important, c'est de se dire après coup, OK, ben c'était pas parfait. C'était pas l'idéal. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai eu comme signaux d'alarme qui m'ont amené à pas justement percevoir que ça escaladait? Fait que c'est juste de démontrer cette ouverture-là, puis de se donner le droit d'être parent, puis parent imparfait, justement, pas de toujours être dans de la performance, puis de la super intervention, parce que, encore une fois, on peut prendre toutes sortes d'orientations. Il y a toutes sortes de courants aussi en termes d'éducation. Fait qu'il faut se donner le droit de naviguer, prendre ce qui nous parle, d'y aller aussi avec la connaissance qu'on a de nos enfants pour pouvoir justement intervenir de la meilleure façon possible dans le moment où ça se passe. Là. Oui. Tu sais, je reviens sur les réseaux sociaux, puis tout. Maintenant, on a accès à l'information très rapidement. Tu sais, on peut savoir assez rapidement c'est quoi qu'il faut faire avec notre enfant, puis on peut assez rapidement aussi se faire dire quoi ne pas faire avec notre enfant, puis vite culpabiliser, vite. Tu sais, on a comme accès à cette information-là très, très rapidement, ce qui n'était pas le cas il y a à peine 10 ans, là, parce que moi, mon plus vieux, il va avoir 11 ans, puis quand il est né, moi, j'étais pas sur Facebook, j'étais pas sur Instagram n'existait peut-être même pas, tu sais, c'est ça. Fait que j'étais pas là-dessus, puis pour aller sur Internet, il fallait se connecter, tu sais, c'était pas instantané comme ça. On l'avait pas dans nos poches tout le temps. Non, c'est ça. Puis là, on ouvre notre téléphone, puis on voit une panoplie d'informations, une panoplie de... Puis là, on se dit... Puis des fois, c'est très contradictoire aussi. Tu sais, des fois, on voit une information, on en voit une autre, ça se contredit. Puis là, on est perdu comme parents, mais ça nous met une pression incroyable. Tu sais, la pression de ça, d'avoir cette information-là, toute cette information-là, cette surinformation-là, je vais le dire de même, là, c'est pas évident. Mais effectivement, ça peut être un allié comme ça peut devenir un piège. Hein, si tu l'as nommé, on peut, dans la même minute, lire des trucs qui vont complètement dans des directions différentes. Puis ça, malheureusement, c'est l'impact de justement ce type de communication-là. Mais moi, en tout cas, pour ma part, je pense que j'ai cheminé avec les réseaux sociaux. On a tous eu nos phases où... Puis, tu sais, je pense, entre autres, on a nommé là, la photo de début d'année, ben moi, je m'en vais pas faire nécessairement des likes à tout le monde, puis je le fais pas, puis j'ai pris la décision de pas mettre mes enfants sur les réseaux sociaux parce que pour moi, ils le feront quand ils seront en âge de le faire s'ils veulent le faire. Mais il y a toute cette notion-là de choisir l'information, puis il y a des algorithmes aussi qui font en sorte qu'on reçoit plus de choses selon justement nos actions qu'on va poser sur les réseaux sociaux. Plein d'annonces de bidets ces temps-ci parce qu'on a fait des rénos dans nos salles de bain. Bon.
Fait que c'est la même chose quand on recherche en crise enfant 2 ans. Là, ou la sieste ou le sommeil. C'est ça, exact. Donc, c'est important de demeurer critique, finalement, de se dire, OK, c'est quoi cette source-là? D'où ça vient? C'est qui elle? C'est qui lui? Puis après ça, faire la part des choses. On parlait de bienveillance. De dire, ben oui, OK, cette approche-là, bon, je pense entre autres, ma plus vieille, justement, à un moment donné, j'étais là, comment je vais faire pour qu'elle s'endorme dans son lit? Puis là, je me disais, OK, j'avais tout pris les livres à la bibliothèque qui parlaient du sommeil. Puis là, pour me rendre compte que le 5, 10, 15, je trouve ça méchant. Oui. Fait que de se dire, ben ça n'a pas d'allure. Puis de faire fi de cette approche-là. Puis ça ne veut pas dire que pour un autre parent, ça peut parler, puis ça peut faire du sens. Mais tu sais, de se dire comme parent, de se donner le droit à refuser de l'information. Encore une fois, tu sais, c'est toute cette pression extérieure-là, puis de se dire, OK, bien, qu'est-ce qui me parle? Qu'est-ce que moi, je peux en retirer de ça au final? C'est-tu bon, c'est pas bon? J'évaluerai. Est-ce que ça s'applique à mes valeurs aussi? Parce que comme parent, c'est sûr que ce qui est difficile aussi, c'est de garder nos valeurs de base, là, ce qu'on croit profondément, ce en quoi on croit profondément, ce qui est important pour nous. Des fois, ça se perd dans la parentalité, j'ai l'impression. Des fois, on s'oublie, puis on oublie de revenir à la base. Puis des fois, on a parlé des 2 personnes qui composent le couple. Oui. Des fois aussi, il y a toute cette espèce de... Oui, au départ, on avait des perceptions communes, mais là, finalement, on parle d'éducation. Oups, non, moi, le privé, c'est contre mes principes. Ou moi, le public, je tiens mordicus. Ouais. Fait que là, comment on arrime ces valeurs-là, ces choix-là? Fait qu'il y a aussi beaucoup de communication qui doit s'installer autour du couple. Puis comme personne, c'est justement de se recentrer. Puis on a parlé, tu sais, de la notion de temps. Au début, on en a reparlé un petit peu plus tard. Oui. Le temps, tu sais, de se donner le temps de se déposer, d'analyser, de se questionner, de se dire, OK, ben moi, je repars comment avec cette information-là que j'aurais lue? Ou moi, quand je vois cette photo-là, ça vient... excusez-moi l'expression, me faire chier de voir la petite famille parfaite. Oui. Mais pourquoi ça vient générer ça chez moi? Puis de là, dire, ben OK, qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, on peut faire du ménage sur Facebook. On peut faire... je pense que la pandémie a amené beaucoup ça. Hein? Par exemple, la pandémie a fait beaucoup... Je pense que, en tout cas, dans mon entourage, là, beaucoup de gens ont dit hey, « moi, ça suffit. Il y a des choses que je ne tolère plus. » Fait qu'effectivement, de se reconnaître, puis de se donner le droit d'être qui on est comme parent, puis qu'on n'est pas des parents parfaits, justement. Tu sais, autant on peut passer du bon temps, tout va bien, c'est la journée parfaite, puis c'est plaisant. Autant on est en vacances, c'est agréable. Autant, là, c'est le retour de la rentrée scolaire, on est pris dans les lunchs et compagnie, puis qu'on trouve ça moins le fun. Mais, tu sais, c'est encore une fois de se dire, ben OK, tout ça, qu'est-ce qu'il y a, tu sais, qu'est-ce que j'en tire de bon en termes d'expérience de vie, finalement, parce que c'est ça que ça nous permet. Ça nous permet pas juste de faire évoluer des petits êtres humains, nous aussi d'évoluer avec eux. Oui, exact. On évolue comme parents, mais on évolue comme être humain aussi, tu sais, de notre côté. Puis, il faut pas oublier, je pense que ces petits êtres humains-là vont grandir aussi. Tu sais, là, on parle des enfants, mais un jour, ça va être des adultes qui vont probablement passer par ces étapes-là eux aussi, puis que ce qu'on va leur transmettre comme émotion, comme verbalisation, comme gestion de toutes ces situations-là qui nous arrivent, bien, eux, ça forme leur bagage aussi pour plus tard, là. Effectivement, dans le fond, ça va devenir un peu leur expérience, puis de là, eux-mêmes, comme individus, vont trancher selon avec qui vont être possiblement en couple, dire, OK, ben moi, ça, je le garde, j'y tiens mordicus parce que ça a été des expériences positives. Puis après ça, c'est des amalgames qui vont se recréer puis se perpétuer. Fait que c'est, oui, effectivement, cet héritage-là qui est transmis fait en sorte que les enfants peuvent, par la suite, devenir des êtres humains avec leur propre couleur, finalement, là, parce que c'est ce qu'on veut au final. Tu sais, moi, d'avoir tous des enfants pareils, c'est pas l'idéal. Tu sais, c'est plate un peu, en fait, là, si tous les enfants étaient pareils. Puis, je pense que de garder ça en tête aussi, ça nous aide comme parents à passer au travers des moments plus difficiles, de se dire, tu sais quoi, moi, mon enfant, il a sa propre couleur. C'est peut-être pas un rose fluo avec des licornes. Ça tire peut-être sur le gris ces temps-ci. Mais tu sais quoi, ça peut devenir, tu sais, du bleu ciel. Ça peut, tu sais, sa petite couleur personnelle, là, ben il l'a, puis c'est ce qui fait qu'il est unique dans tous ses défis,
mais dans toutes ses qualités aussi. Mm-hmm. Puis c'est souvent là que le contraste se fait, dans le sens où, comme parents, on va mettre nos lunettes noires sans nécessairement vouloir mettre nos lunettes roses sur une situation, puis on revient avec l'idée d'un diagnostic ou peu importe. Ouais. Tu sais, ça peut être un enfant que, je sais pas moi, qu'au niveau moteur, il y a un retard certain, bien, hey, ça m'amène à un certain nombre de rendez-vous, ça m'amène à peut-être faire plus à la place parce que cette autonomie motrice-là n'est pas encore installée. Mais tu sais, plutôt que de voir ça comme étant une surcharge, oui, c'en est une en quelque sorte, parce que quand on signe le contrat de devenir parent, on s'attend à, oui, se faire réveiller la nuit, oui, donner des biberons, changer des couches, donner des bains, etc. Puis plus l'enfant grandit, plus il développe son autonomie. Mais là, quand c'est des enjeux comme ça qui font en sorte que, OK, bien, cette autonomie-là, elle n'arrivera pas au moment techniquement voulu. Fait que comment, comme parent, on peut renverser justement cette façon de voir les choses-là? Je pense que c'est un peu comme le noyau central sur lequel on doit justement mettre notre énergie, ou en tout cas du moins positionner, un peu comme tu disais tout à l'heure, d'avoir un petit voyant lumineux qui nous dit, ben là, c'est pas tout beau, mais il y a plein de belles choses. Mais il y a du beau, c'est ça. De le ramener, de voir justement cet équilibre-là. Puis même si on signe le contrat pour un enfant qui techniquement est... Tout va bien. Tout va bien, oui. Ben cet enfant-là, on va quand même vivre des enjeux, que ce soit au niveau du tempérament, que ce soit au niveau du comportement, peu importe. Fait qu'il n'y aura jamais de situation parfaite. Ça revient à notre thème de base. Puis moi, il y a déjà une psychologue qui travaillait avec un de mes enfants qui m'avait dit, parce que mon enfant ne s'essuyait pas seul, aux toilettes. Puis moi, c'était très irritant pour moi. Vraiment, là, c'était un gros irritant. Puis là, elle m'avait dit, je te relance la question. Est-ce que ça te dérange, toi, ou ça le dérange, lui? J'avais dit, OK, oui, ça me dérange, moi. Elle dit, OK. Mais elle dit, je ne peux pas travailler avec lui si lui, ça ne le dérange pas. Puis ça m'avait frappée, là, vraiment beaucoup, parce que je m'étais dit, puis suite à ça, là, toutes mes interactions, puis toute ma façon de voir les choses, c'était toujours, là, c'est moi que ça dérange. Mon enfant, là, d'être toute seule dans la cour de récré, ça le dérange pas, il est bien. Moi, je trouve ça plate qu'il n'y ait pas d'amis. Mais je peux pas changer ça à sa place, tu sais. J'avais comme tourné ma façon de voir les choses, ça me dérangeait moi, pas lui, c'est moi qui ai mon chemin à faire, tu sais. Je pense que c'est important de le voir de cette façon-là, tu sais. Effectivement, puis de le ramener aussi, de se dire, comme parent, à ce moment-ci, est-ce que mon souhait, c'est que mon enfant vive ce que moi j'aime, ou qu'il développe, on a parlé de couleur, de personnalité, de tempérament, qu'il développe ses propres champs d'intérêt, ses propres façons d'être. Fait que c'est là aussi, hein, tu sais, autant on peut être attaché, mais des fois, il faut se détacher, justement, puis laisser l'enfant, justement, hein, comme on dit, là, le pousser en bas du nid, ben c'est faire son petit chemin. C'est de le reconnaître dans qui il est, puis dans qu'est-ce qu'il aime, puis de l'accepter dans la limite de l'acceptable, bien entendu. Là. En gardant en tête que ça sera jamais parfait. Effectivement. Puis même, tu sais, moi, ma mère nous le dit des fois, là elle est maman de 4 adultes, 100% autonome, mais on est encore ces petits poussins, tu sais. Fait que dans le sens que tu deviens parent un jour, tu restes parent toujours. Là, à la vie, à la mort. Exact, exact. François, merci vraiment beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Si on veut en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, on va où? Il y a Maman pour la vie? Oui, il y a sinon, par le site de Cassiope, il y a possibilité de me trouver facilement. Donc, Cassiope qui n'est pas nécessairement écrit de la façon dont on l'entend, là, c'est C-A-S-I-O-P-E. On va le mettre dans les liens du podcast, puis on va... je te remercie, puis on va te recevoir une deuxième fois là, dans quelques semaines pour un nouveau podcast aussi. Donc, j'ai bien hâte de rediscuter avec toi. Parfait, à bientôt. Merci.